Lecture. Lettre à Lucilius de Sénèque. Lettre 7. Tu demandes ce qu'à mon avis il faut tout d'abord éviter. La foule. Tu n'es pas encore en mesure de t'y risquer sans péril. Pour moi, du moins, j'avouerai ma faiblesse. Jamais je ne regagne mon logis avec le même caractère qu'au départ. Quelque chose est dérangé de mon équilibre intérieur. Quelque tentation bannie reparaît. Songe à ces malades quel long état de faiblesse a tellement éprouvé qu'ils ne peuvent être transportés au dehors sans accident. C'est l'histoire de notre âme, longtemps souffrante, convalescente encore. La fréquentation du monde ne vaut rien. Il se trouve toujours quelqu'un pour nous faire aimer le vice, pour l'imprimer en nous, pour nous en communiquer la souillure à notre insu. Généralement parlant, plus nombreux est le public auquel nous nous mêlons, plus grand est le péril. Rien cependant ne fait autant de tort à la moralité que de traîner dans les spectacles. Les vices alors s'insinuent plus facilement sous le couvert du plaisir. Veux-tu toute ma pensée ? Je m'en reviens plus cupide, plus ambitieux, plus voluptueux, que dis-je, plus cruel, moins humain, pour être allé parmi les hommes. Le hasard m'avait fait tomber en plein spectacle de midi. Je m'attendais à des jeux, à des saillies, à quelque divertissement où l'œil de l'homme pût se reposer de la vue du sang humain. C'est le contraire. Les précédents combats étaient en comparaison œuvres de pitié. Fini maintenant la bagatelle. C'est le pur et simple assassinat. Les combattants n'ont rien pour se couvrir. Toute leur personne est exposée au coup. Eux-mêmes ne frappent jamais à faux. Ce genre de travail intéresse le grand public pour que plus que les exhibitions de couples ordinaires ou réclamées. Et la préférence se comprend. Ici, pas de casque, pas de bouclier qui arrête le fer. Pourquoi ces pièces de protection ? À quoi bon les passes savantes ? Tout cela ne fait que retarder la mort. Le matin, on expose des hommes aux lions et aux ours. À midi, à leurs spectateurs. Contre celui qui le tuera, chaque tueur est exposé par ordre de la foule. On garde le vainqueur pour un nouveau meurtre. Quelle issue ? La mort. La mort des combattants. Le fer et le feu accomplissent la besogne. Voilà ce qui se fait pour occuper l'arène. Après tout, tel de ces hommes est un brigand. Il a tué. Eh bien, ce qu'il a fait lui a valu la mort. Mais toi, malheureux, qu'as-tu fait pour t'infliger un pareil spectacle ? Tu manies le fouet, le fer rouge. Pourquoi est-il si lâche à courir sans brocher ? Pourquoi l'un a-t-il si peu hardi à tuer ? Pourquoi l'autre met-il si peu de bonne grâce à mourir ? L'homme, sous le fouet, retourne aux blessures. Que le duel s'engage et que les coups s'abattent sur ces poitrines nues qui s'offrent. Il y a entr'acte. Que des êtres humains soient égorgés en attendant pour qu'on ne chôme point. Ah, vous vous refusez même à comprendre que l'exemple du mal retombe sur ceux qui le donnent. Rendez grâce au Dieu immortel. Le cœur auquel vous enseignez la cruauté est incapable de profiter de vos leçons. Il convient de soustraire à l'influence du monde l'âme encore tendre et qui n'a pas une ferme attache à la vertu. On a vite fait de passer aux plus nombreux partis. Un Socrate, un Caton, un Lélius auraient pu, sous la poussée d'une multitude, à eux si peu semblables, quitter leurs principes. Et comment l'un de nous autres,
qui commençons tout juste à nous façonner le caractère, résisterait-il à l'assaut des vices survenant en si grande escorte? Un seul exemple de profusion ou d'avarice fait beaucoup de mal. La présence à notre table d'un délicat peu à peu amollit des muscles. Le voisinage d'un riche irrite la cupidité. Un compagnon au naturel mauvais, en se frottant à l'âme la plus pure et la plus sincère, y a toujours attaché sa rouille. Tu imagines ce qu'il advient d'une moralité livrée à l'assaut de tout un peuple. Et fatalement, ou l'imitation ou la répulsion entrent en jeu. Or, ce sont deux extrémités à éviter. De se faire semblable au méchant parce qu'il représente le nombre, de se faire l'ennemi du grand nombre parce qu'il ne nous ressemble pas. Retire-toi en toi-même autant qu'il est possible. Attache-toi à ceux qui te rendront meilleur. Ouvre ta porte à ceux que tu as espoir de rendre toi-même meilleur. Ce sont offices réciproques. Qui enseigne s'instruit. Ne souhaitons pas que la gloriole de publier ton talent te produise et te donne envie de lire à nos gens tes ouvrages ou de te faire conférencier. Sur ce point, je te laisserai libre si tu avais marchandise pour ce peuple-là. Mais nul n'est en mesure de t'entendre. Quelqu'un se rencontrera peut-être, un ou deux bons esprits. Encore te faudra-t-il les préparer, les dresser à te bien saisir. Pour qui donc ai-je tant appris? Ne crains point d'avoir perdu ta peine, tu as appris pour toi. Cependant, comme je ne veux pas avoir appris aujourd'hui pour moi seul, je te communiquerai 3 belles maximes que mes lectures m'ont fournies et qui se rapportent à peu près à une même pensée. Avec la première, je paye mon tribut journalier. Reçois les 2 autres à titre d'avance. Démocrite dit: l'individu m'est autant que tout un peuple, le peuple autant qu'un individu. Voici encore un trait qui fait honneur à son auteur, quel qu'il soit, ce mot étant attribué à divers personnages. On demandait à notre inconnu à quoi visait tant d'exactitude pour un exposé doctrinal destiné à n'atteindre qu'une petite élite. Ce mais, répliqua-t-il, assez de peu, assez d'un, assez de pas un. La dernière sentence, bien remarquable, est d'Épicure. Il écrivait à un de ses compagnons d'études: ceci n'est pas pour la foule, mais pour toi. Nous constituons l'un pour l'autre un suffisant auditoire. Voilà, mon cher Lucilius, des vérités à enserrer dans ton âme, afin d'apprendre à mépriser l'espèce de plaisir que nous retirons de l'approbation du grand nombre. La foule t'applaudit. Rien t'autorise-t-il à te montrer content de toi, si tu es fait pour que la foule te comprenne, que tes mérites ne regardent qu'au-dedans d'eux-mêmes.